Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Très bien, merci beaucoup Madame Zahria. Donc on va démarrer notre rencontre qui va porter donc sur l'ouvrage publié par Monsieur Moustapha Bouaziz et par Monsieur Donglo. L'intitulé du livre, c'est La Maison du Maroc à la Cité 1, cité universitaire, lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris. J'imagine que la présence de l'auditoire ici est constituée de pas mal d'anciens étudiants à Paris et probablement d'anciens locataires, peut-être en tout cas, de la maison. Je suis de ces étudiants marocains anciens à Paris, mais qui n'a jamais eu la chance, ou peut-être la malchance d'avoir logé à la maison à la Cité. Mais j'ai, donc, étudiant marocain, été présent à la maison, notamment pour assister aux activités de l'UNEM, qui était donc souvent donc, une activité faite dans le lieu de cette maison. Alors, je ne prends pas longtemps la parole. Je vais donner la parole dans un premier temps à Monsieur Donglo, le co-auteur, qui va présenter l'ouvrage. Donc, M. Donglo a été déjà présenté, professeur à la Sorbonne, spécialiste en histoire contemporaine. Ensuite, je donnerai la parole à Si Moustapha Bouaziz, qui va peut-être davantage alimenter un peu la conférence par des informations, par le contenu de l'ouvrage. Ensuite, je donnerai la parole à M. Oudriri, c'est juste comme ça, on parle de privilège, M. Oudriri, qui est donc, comme il a dit, non pas à titre d'économiste, mais simplement comme témoin, je pense également, pour parler et participer au débat sur le livre. Et enfin, à M. Oudriri, qui est journaliste donc, au magazine Zaman, et qui, je ne sais pas s'il est passé par la maison du Maroc, je ne crois pas. Non, j'ai lu le livre, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est au titre de lecteur du livre qui va pouvoir participer sans pour autant avoir la mémoire du livre de la cité. Voilà, donc, Monsieur Donglo, vous êtes donc invité à prendre la parole en premier, à nous présenter l'ouvrage. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Maroquet. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et donc, avant de commencer un petit peu mon intervention, bien, je souhaite évidemment remercier pour son invitation Madame Houria Ouazani et Monsieur Antoine Fleury. Voilà, et puis toute l'équipe du centre Mohamed Hassan Ouazani pour cette invitation qui m'honore et me fait extrêmement plaisir pour présenter cet ouvrage. Alors donc, écoutez, voilà, je me nomme donc, je vais me présenter très brièvement. Donc, je me nomme Guillaume Danglos, donc je suis docteur en histoire contemporaine de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et sur le Maroc, eh bien, j'ai eu le plaisir de publier donc 2 ouvrages. L'un, donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Houria Ouazani, donc sur une revue franco-marocaine anticoloniale des années 30, la fameuse revue Maghreb, une revue qui a été fondée par Mohamed Hassan Ouazani lui-même avec Robert-Jean Longuet, l'arrière-petit-fils de Karl Marx. Et d'autre part, donc, j'ai publié en 2018 une biographie du maréchal Alphonse Juin. Alors, un personnage qui n'a pas laissé, bon, c'est un euphémisme, de très bons souvenirs au Maroc, nous y reviendrons, mais, et je crois que c'est quand même là l'essentiel, eh bien, c'est lui qui a créé la fameuse Maison du Maroc à la Cité internationale universitaire de Paris. Et donc, c'est, je crois, à travers ce personnage, quand même une bonne manière d'introduire le sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui, la Maison du Maroc à la Cité universitaire de Paris.
Alors, je commencerai peut-être par ma présentation par une question toute bête, hein. Pourquoi un livre sur la maison du Maroc à la cité universitaire? Eh bien, tout simplement pour des raisons essentiellement de curiosité intellectuelle et surtout personnelle. Comme je crois la plupart d'entre vous qui sommes ici, qui êtes ici dans cette salle, eh bien moi aussi j'ai habité à la maison du Maroc entre 2011 et 2015, à l'époque où j'étais doctorant. Et donc, j'ai même été membre du comité des résidents en 2011-2012, où j'avais organisé pas mal de sorties historiques pour les résidents de la maison. Alors, Mostafa, il le précisera également lui-même, a, je crois, un lien extrêmement fort avec cette maison. Je crois que son frère y a habité, y a milité, et lui-même y est venu régulièrement depuis au moins les années 1970. Alors, le travail de recherche sur ce livre, en fait, il a commencé dès 2017. Avec Mostafa, nous nous sommes partagés la tâche, si je puis dire. Moi, de mon côté, je me suis surtout occupé du dépouillement des archives écrites, en particulier des fonds de la Cité internationale universitaire de Paris qui sont conservés aux archives nationales. Nous sommes beaucoup appuyés, vous le verrez dans l'ouvrage, sur les archives notamment du délégué général de la Cité. En effet, on a rencontré un premier problème au niveau archivistique, c'est que les archives privées de la maison ont disparu dans les années 2000. Apparemment, elles ont été jetées au moment de la rénovation de la maison. Et donc, il a fallu à la fois s'appuyer donc plutôt sur des fonds connexes, donc le fonds de la CTU aux archives nationales, mais également d'autres fonds d'archives, les archives diplomatiques de Nantes, où sont conservées les archives du protectorat français au Maroc, et notamment de la résidence générale, les archives diplomatiques de La Courneuve, qui sont les archives du ministère des Affaires étrangères français, hein, le Quai d'Orsay, mais également d'autres fonds d'archives, notamment très importants, les archives de la préfecture de police de Paris, où sont conservés les documents des renseignements généraux sur les activités politiques au sein de la maison, des années 50 jusqu'aux années 80, ainsi que sur un plan plus patrimonial, celle du Centre d'archives d'architecture contemporaine, ainsi que certains fonds d'archives privés. Je pense notamment au fonds privé de Mohamed Badiche. Et de son côté, eh bien, en parallèle hein, de cet important corpus écrit, eh bien, Mostafa, et je l'en remercie, a effectué au Maroc et en France, il s'est beaucoup démené pour ça, eh bien, quasiment une cinquantaine de recueils de témoignages oraux, donc d'anciens résidents qui ont habité dans la Maison du Maroc des années 1950 jusqu'à 2018. Alors, avec ce corpus, on a, avec Mostafa, essayé de reconstituer donc l'histoire de la Maison du Maroc, un petit peu comme disait Michel Vauvel, de la cave au grenier. À la fois comme le cadre de vie hein, d'un étudiant marocain qui arrive dans cette maison, mais aussi cette maison, on l'a vu comme un enjeu politique des relations franco-marocaines. Surtout, la problématique générale de l'ouvrage hein, que vous avez ici s'articule sur le concept des lieux de mémoire. En effet, la Maison du Maroc, à travers sa communauté des résidents, a été de 1953 jusqu'au début des années 2000 un lieu d'élaboration et d'expérimentation d'un nouveau Maroc qui s'est voulu tour à tour nationaliste, progressiste, socialiste, islamiste, puis, depuis les années 2000, plutôt tourné vers la technocratie et l'apolitisme. On a surtout essayé dans cet ouvrage d'éviter un petit peu l'écueil du livre, entre guillemets, patrimonial. Alors vous verrez dans l'ouvrage, hein, nous y avons mis des photos, on y tenait beaucoup, qui présentent, alors il y a des photos en effet qui présentent l'architecture de la maison, le fameux patio andalou, le salon marocain, etc. Mais on a vraiment voulu le mélanger aussi avec des documents sur l'histoire politique et sociale de cette maison, de la cité universitaire et du Maroc. Exemple, on y a inséré un portrait d'André Honorat, un personnage fondamental, hein, c'est le fondateur de la Cité internationale universitaire de Paris en 1925. Également un cliché du maréchal Juin, un personnage très important dans l'histoire de la maison. Des archives également, la grève de la faim de 1974, etc. Surtout, le corpus archivistique et le recueil de témoignages oraux ont permis de préciser de nombreux faits et également de faire, je dois le dire, de belles découvertes. Hein.
Je vais vous donner peut-être un exemple pour illustrer tout ceci. Alors, il y a un mythe tenace, une sorte de légende urbaine au sujet de la naissance de la Maison du Maroc qui a la peau dure et que j'ai retrouvé encore il y a peu sur le site internet de la Cité présentant la maison. Je cite: « C'est à l'initiative du roi Mohamed V que la Maison du Maroc a été inaugurée en octobre 1953. » Bon, dans cette phrase, vous avez déjà deux erreurs. D'une part, ce n'est pas Mohamed V qui est à l'initiative de la création de la Maison du Maroc, c'est tout simplement, je vous l'ai déjà dit, donc le fameux résident général Alphonse Juin. C'est lui-même qui, en novembre 1947, sur les conseils de Roger Tabot, le directeur de l'instruction publique du protectorat à l'époque, et à la demande d'André Honorat, le fondateur de la Cité universitaire de Paris, eh bien, qui a décidé de créer la maison. Et deuxièmement, la maison n'a pas été inaugurée. Elle n'a pas été inaugurée tout simplement puisque en octobre 1953, vous le savez, le sultan a été exilé 2 mois auparavant, donc le 20 août 1953. Et alors, il y a eu un projet d'inauguration, en effet, de la maison en janvier 1954 par le résident général Augustin Guillaume, donc celui-là même qui a exilé le sultan. Et visiblement, pour des questions à la fois d'agenda, de calendrier, et également visiblement d'une manifestation faite par les résidents, eh bien l'inauguration a été tout simplement annulée. Donc la maison en fait a été ouverte, mais n'a pas été inaugurée. D'une certaine manière, la vraie inauguration, elle aura lieu presque 30 ans plus tard, en 1982, par le prince héritier, donc Sidi Mohamed, l'actuel roi Mohamed VI, et Jacques Chirac, qui était le maire de Paris à l'époque. Donc, la Maison du Maroc, c'est donc avant tout une création coloniale avec un objectif qui est tout simple, qui est très simple, hein, c'est le contrôle des étudiants marocains par le logement. On peut remonter, alors dans l'ouvrage, on remonte aux années 1928-1930 pour décrypter un peu la genèse de cette maison, où en fait, malgré les demandes à l'époque d'André Honorat, au milieu des années 20, eh bien, les résidents généraux au Maroc de l'époque, Théodore Steg et Lucien Saint, ont bloqué la création d'un premier projet qui était essentiellement le projet d'un pavillon nord-africain qui aurait regroupé les étudiants marocains, tunisiens et algériens. Alors, quelle est la raison de ce refus? Eh bien, tout simplement, ils avaient très peur, les résidents généraux avaient très peur de voir le nationalisme se développer parmi les étudiants. Et on peut le dire, cette crainte était certainement fondée. Dès l'ouverture de la Maison du Maroc en 1953, la cellule parisienne du parti de l'Istiqlal est majoritaire parmi les résidents. Et cette situation va perdurer jusqu'au début des années 1960, date à laquelle la communauté des résidents va basculer pour au moins une trentaine d'années à gauche. Premier exemple, en 1964, un premier directeur marocain, Abdelmalek El-Roul, est nommé par le roi Hassan II à la tête de la maison, à la suite de plusieurs directeurs français. Ces relations avec les résidents vont être de suite assez orageuses. En effet, ce directeur, Abdelmalek El-Roul, va incarner la retraditionnalisation de la société marocaine voulue à l'époque par Hassan II, face à la volonté des résidents de bâtir un Maroc plutôt progressiste, pour ne pas dire socialiste, via la culture de la libération et le fameux syndicat de l'Union nationale des étudiants du Maroc, l'UNEM. Ainsi, la période 1964-1974 correspond à coup sûr à celle d'une maison en lutte, marquée par des événements assez spectaculaires, comme vous le verrez dans l'ouvrage. Notamment en mai-juin 1968, il y a l'expulsion du directeur par les étudiants, suivie d'une phase d'autogestion, puis de gestion concertée, également 2 grèves de la faim, une campagne pour libérer un étudiant arrêté par la police française, Hamid Berrada, l'invasion par les résidents de la Maison du Maroc de l'ambassade du Maroc à Paris, et surtout par la fermeture de la salle de conférence en juillet 1974, à la suite d'une grande grève de la faim. Une salle qui était le véritable agora de l'UNEM, le grand syndicat étudiant qui, dès les années 60 jusqu'au début des années 80, va puissamment structurer la communauté des résidents de la Maison du Maroc, composée également de plusieurs tendances que l'on décrit dans l'ouvrage, une tendance panarabiste, des tendances marxistes-léninistes et socialistes. Alors, peut-être une des premières ruptures, une deuxième rupture plutôt de cette maison, de l'histoire de cette maison, c'est la rénovation en 1982 par l'architecte de Hassan II, André Paccard,
qui marque le retour du palais avec la marocanisation de l'architecture de la maison, notamment composée avec l'ajout de plusieurs standards, un hammam, un salon marocain avec des éliges superbes qui existent toujours, un patio andalou et également une salle de prière. Cependant, tout au long de la décennie 1980, la gauche va rester majoritaire au comité des résidents et va développer, on pourrait dire ce qu'on a appelé, nous, avec Mostafa, l'âge d'or des activités culturelles au sein de la maison. Cependant, cette hégémonie va être petit à petit mise à mal par la présence de plus en plus massive d'étudiants islamistes à partir de la fin des années 80, qui vont officiellement prendre le contrôle du comité des résidents en 1995. Ils vont garder le contrôle du comité pendant quelques années, jusqu'en 2001, date à laquelle la maison va être envahie en septembre 2001 par une centaine de squatteurs pendant quasiment plus d'un an. Et c'est une période, c'est peut-être la troisième grande rupture de l'histoire de cette maison, car c'est une des thèses du livre. La mémoire de la maison s'est perdue à ce moment-là. En effet, elle va être à l'abandon entre 2002 et 2006, puis après être rénovée entre 2006 et 2008 par l'architecte Fikri Ben Abdallah. Et donc, nouvelle rupture, une nouvelle ère s'ouvre en 2008 avec la réouverture de la maison. Mais en effet, est-ce que l'on peut encore aujourd'hui parler d'une communauté des résidents? Rien n'est moins sûr, et ça sera peut-être aussi un des thèmes et des enjeux du débat qui va venir. Voilà, donc je vous ai fait ici peut-être une présentation très synthétique de la maison, mais pour bien poser le débat et les bornes chronologiques un petit peu de cette histoire absolument passionnante et de ce très grand lieu de mémoire, de ce haut lieu de mémoire, et je dirais turbulent du Maghreb à Paris. Voilà. Je pense que Mostafa va compléter ce que je viens de dire, et je reste à votre entière disposition pour le débat de tout à l'heure. Je vous remercie.